Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série de notes et d'analyses assez fascinantes concernant un conte. Il s'appelle Diony. On a sous les yeux des extraits du récit lui-même, mais aussi plusieurs lectures psychologiques avec une influence jungienne assez marquée, tirée de différents documents. Oui, tout à fait. Des documents intitulés All Notes 03-09-2025 et Diony, le jardin intérieur et la guérison. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans les couches profondes de ce conte. Parce que sous des dehors très poétiques, ça explore l'amour, la perte, la guérison, la découverte de soi, en fait. C'est ça. On va décortiquer ensemble les symboles clés, comme ce fameux jardin intérieur ou cet énigmatique jeune homme. Tout ça à travers le prisme de la psychologie. Un vrai voyage au cœur de la psyché qui nous attend. C'est parti. Alors, pour commencer, peut-être replongeons-nous rapidement dans l'histoire. Ça se passe où exactement ? C'est un royaume un peu suspendu, décrit comme étant à la frontière entre le monde des humains et celui des rêves, entre la saison du réel et la saison du rêve. C'est très imagé. Ah oui, d'accord. Et c'est là que vit notre héroïne, Diony ? Oui, et elle a quelque chose de spécial. Elle porte en elle un jardin secret, invisible, mais dont le parfum trahit la richesse. Un jardin intérieur. C'est pas un jardin au sens propre, alors ? Non, pas du tout. Le texte dit qu'il est fait de petits rêves non effacés, de rires oubliés, de souvenirs. C'est une métaphore très claire de son monde intérieur, de son âme, en quelque sorte. D'accord, je vois. Et dans ce cadre un peu onérique, arrive un personnage. Oui, un jeune homme, venu de la saison du rêve. Il est décrit comme un rêve inachevé. Intriguant. Et il est séduisant, j'imagine. Apparemment. Les notes parlent de ses yeux calmes, limpides, d'une voix comme une mélodie jouée sur une harpe ancienne. Bon, le portrait classique du charmeur un peu mystérieux. Et que veut-il ? Il demande à Diony des fleurs de son jardin secret. Des fleurs de son âme, en quelque sorte. Exactement. Et c'est là que la dynamique commence vraiment. Parce qu'il ne demande pas juste une fois, il revient encore et encore. Il prend un pétale de mémoire, puis une goutte de rosée poétique, des éclats de souvenirs lumineux, jusqu'à ces battements de cœur troublés. Waouh ! Ce sont des fragments d'elle-même, en fait. Carrément. Il prend des parties de son être intérieur. Et elle accepte ? Elle donne, et à chaque fois, elle essaie de minimiser la perte. Elle se répète cette phrase qui est vraiment clé, Juste un peu. Ce n'est rien, n'est-ce pas ? L'amour ne se mesure pas en pétales. Juste un peu. Ça sent le déni, non ? Ah oui, clairement, on y reviendra. Mais le résultat, c'est que le jardin s'épuise, il se vide peu à peu. Et j'imagine la suite. Le jeune homme finit par partir. Sans surprise, oui. Un jour, il disparaît, absorbé par la saison du réel, nous dit le texte. Laissant Diony complètement. Dévasté, Exactement. avec un cœur qui est devenu un prédo-souvenir où coulent des pluies de larmes. La métaphore est forte. Le jardin luxuriant est devenu une terre aride et triste. Oui, cette image du jardin qui se vide, c'est vraiment puissant. Les notes d'analyse, elles insistent là-dessus. Elles disent que c'est une cartographie de la psyché intérieure. Alors, si on prend nos lunettes de psychologie moderne, disons, plus générales, qu'est-ce que cette carte nous montre ? Elle nous révèle des dynamiques psychologiques assez classiques et malheureusement bien connues. Premièrement, on peut y lire une illustration très nette de la dépendance émotionnelle ou même de la codépendance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Diony donne sans limite de façon excessive. Ça peut montrer un grand besoin d'amour, bien sûr, mais surtout une incapacité à poser des frontières, des limites pour se protéger. Elle se vide pour l'autre, littéralement. Et cette petite phrase, juste un peu, elle prend tout son sens alors. C'est comme une justification pour ce don de soi excessif. Oui, tout à fait. C'est un mécanisme de déni très clair. Elle refuse de voir l'impact réel, destructeur même, de ces dons répétés sur son propre bien-être. C'est une manière de repousser la prise de conscience que son jardin, son âme, est en train de mourir à petit feu. Et quand le jeune homme disparaît, c'est l'effondrement total. Voilà. Et ça nous amène à la notion de traumatisme et d'épuisement émotionnel. Ce fameux prêtre de souvenirs et les puits de larmes, c'est une description très imagée, mais psychologiquement juste de l'état post-traumatique. Ou de la dépression qui peut suivre une relation déséquilibrée, une perte brutale. C'est le burn-out émotionnel, si on veut, mais dit de façon poétique. D'accord, mais heureusement, le conte ne s'arrête pas sur cette désolation. Non, et ça c'est crucial. Il montre aussi la voie de la résilience, le processus de guérison qui va s'amorcer après, cette idée magnifique qu'elle va se replanter elle-même. Ça illustre parfaitement cette capacité humaine à se reconstruire après l'épreuve, en trouvant les ressources en soi.
Ce qui soulève aussi une question sur la nature de l'amour qu'elle avait pour ce jeune homme. C'était quoi, au fond? Très bonne question. Le conte met en lumière, je crois, la différence entre l'amour idéalisé. Ce jeune homme, c'est un rêve inachevé, peut-être plus une projection qu'une personne réelle, non? Et l'importance vitale de l'amour de soi. L'histoire suggère que si on ne cultive pas d'abord son propre jardin, si on ne prend pas soin de soi, le self-care, comme on dit, eh bien, les relations risquent de devenir ces échanges déséquilibrés où l'un se vide pour l'autre. C'est une lecture très éclairante sur nos relations, en fait. Mais les notes insistent aussi beaucoup sur une autre lecture, plus symbolique encore, celle inspirée par Carl Jung. Qu'est-ce que cette approche jungienne apporte de plus? Elle va plus loin? Ah oui, elle ajoute une profondeur considérable. Pour une lecture jungienne, Diony, ce n'est pas juste l'histoire d'un chagrin d'amour et d'une guérison. C'est un récit initiatique, un voyage d'individuation. L'individuation, c'est un terme clé chez Jung, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici, dans ce conte? L'individuation, en gros, c'est le processus psychique fondamental par lequel on devient pleinement soi-même. Un individu complet, autonome. C'est un cheminement intérieur pour intégrer toutes les facettes de notre personnalité. Le conscient, l'inconscient, la lumière, l'ombre. Pour atteindre une forme de complétude, de maturité psychique. Et c'est souvent une épreuve qui déclenche ça. Très souvent, oui. Une crise, une perte. La souffrance de Diony, vue sous cet angle, c'est le catalyseur de sa transformation personnelle. C'est ce qui la pousse à entreprendre ce voyage intérieur. D'accord. Et le jeune homme alors? Dans cette perspective jungienne, qui est-il vraiment? Ce n'est plus juste un amant égoïste. Non, il prend une autre dimension. Il est vu comme une figure archétypale. L'animus, c'est le terme de Jung pour désigner l'archétype du masculin à l'intérieur de la psyché féminine. L'animus. Oui. Et les notes le décrivent comme envoûtant, séduisant, mais potentiellement destructeur s'il n'est pas compris et intégré consciemment par la femme. Destructeur parce qu'il prend sans jamais rien donner en retour? C'est ça. Les analyses vont même jusqu'à le qualifier d'amant de l'ombre. Il incarne une forme d'amour qui attire, mais qui est illusoire, qui se nourrit de l'autre sans réciprocité. D'un point de vue jungien, il n'est pas tant une personne extérieure réelle qu'une projection. Une projection des manques, des désirs inconscients de Diony. Une projection de ces vides intérieurs, comme le disent les notes. Exactement. Il représente peut-être une image idéalisée du masculin ou de l'amour qu'elle recherche, mais comme cette image n'est pas intégrée consciemment, elle la vide de son énergie vitale. Ah, donc sa disparition, ce n'est pas seulement une perte, c'est aussi une confrontation nécessaire pour elle. Précisément. Sa disparition et la désolation du jardin forcent Diony à faire face à son ombre. L'ombre, chez Jung, c'est quoi déjà? L'ombre, ce sont toutes ces parties de nous qu'on préfère ignorer, qu'on refoule. La douleur, la désillusion, peut-être sa propre naïveté ou sa tendance à la dépendance affective. Se confronter à son ombre, c'est une étape douloureuse, oui, mais c'est absolument essentiel sur le chemin de l'individuation. C'est en regardant cette part sombre qu'on peut commencer à guérir et à grandir vraiment. Et tout ça se déroule dans ce cadre très spécial entre rêve et réalité, les saisons du rêve, du réel. Oui, ce royaume frontière, ces saisons, tout ça évoque l'inconscient collectif, un autre concept cher à Jung. C'est comme si l'histoire de Diony puisait dans un réservoir universel de symboles et d'expériences humaines. Le vent, les fleurs, les larmes, ce sont des archétypes, des images primordiales qui parlent à notre inconscient à tous, au-delà des cultures. Et les notes mentionnent d'ailleurs d'autres archétypes spécifiques qui sont en jeu dans l'histoire. Oui, c'est une vraie dynamique archétypale qui se joue. Diony elle-même, elle évolue. Elle commence comme l'archétype de l'innocent, généreuse, un peu naïve, le cœur pur. Puis l'épreuve la transforme. Elle entreprend un voyage héroïque, mais un voyage héroïque très féminin selon certaines lectures jungiennes, car il est tourné vers l'intérieur. C'est une quête de guérison intérieure en fait. Voilà. La quête, c'est la guérison et la découverte de soi. Elle devient l'héroïne de sa propre histoire intérieure. Tandis que le jeune homme, lui, il incarne d'abord l'archétype de l'amant, mais il glisse vite vers cet amant de l'ombre dont on parlait. Il représente les illusions, les dangers d'une certaine forme d'amour basée sur la projection. Et il y a un autre personnage, ou plutôt un élément, qui joue un rôle crucial à la fin, cette dernière fleur. Ah oui, elle est fondamentale. La dernière fleur qui survit et qui parle à Diony dans son désespoir le plus total. Elle représente quoi, elle? Une sorte de sagesse qui a résisté au désastre.
C'est exactement ça. Elle incarne l'archétype du sage, ou parfois du magicien, celui qui détient une connaissance transformatrice. C'est la voix de la sagesse intérieure, cette petite flamme au fond de l'âme qui n'a pas été complètement éteinte. C'est elle qui détient la clé de la guérison et de la transformation, la ressource intérieure ultime. Alors, revenons justement à ce moment critique. Diony est au fond du trou. Son jardin intérieur, c'est un champ de ruines. Elle pose cette question terrible. Comment un cœur vide pourrait-il refleurir? Le désespoir semble total. Comment est-ce que la guérison peut bien s'amorcer à partir de là? C'est un processus, hein? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça commence par la reconnaissance de la douleur. La toute première étape, c'est la confrontation et la catharsis. Il n'y a pas de raccourci. Diony doit traverser ce pré de souvenirs et les pluies de larmes sont absolument essentielles. Elles ne sont pas juste un signe de tristesse. Non, c'est bien plus que ça. C'est une purge émotionnelle. Laisser couler les larmes, c'est permettre à toute la souffrance accumulée de s'exprimer, de se libérer enfin. C'est un nettoyage nécessaire pour préparer le terrain, en quelque sorte. D'accord, les larmes comme point de départ de la reconstruction. C'est une image forte. Et après cette purge? Après vient l'étape de l'écoute de la sagesse intérieure. La réponse à sa question désespérée, comment refleurir, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur, de cette fameuse dernière fleur. Le symbole de sa propre sagesse résiliente, l'archétype du sage qui subsiste en elle. Et que dit cette fleur? Quel est son conseil? Son conseil est fondamental et très beau. Plante-nous à nouveau, et ne nous offre qu'à ceux qui savent aussi cultiver avec soin. Ah, c'est un appel au discernement, à établir des limites saines en fait. Tout à fait. C'est la prise de conscience qu'on ne peut pas donner son énergie vitale, ses fleurs, son essence, à n'importe qui, n'importe comment. Il faut choisir ceux qui respectent notre jardin intérieur, qui savent cultiver avec soin. C'est-à-dire ceux qui sont capables de réciprocité, de respect mutuel. C'est l'apprentissage crucial des limites. Et le moment vraiment décisif, le tournant, c'est quand elle passe à l'action elle-même, c'est ça? Oui, le point de bascule, c'est ce que les notes appellent l'auto-reconstruction. Le texte dit magnifiquement. Elle commença à se replanter elle-même. Elle ne cherche plus quelqu'un d'autre pour venir réparer son jardin à sa place. Elle devient l'actrice principale de sa propre guérison. C'est énorme comme changement. Et avec quoi elle se replante? C'est ça qui est incroyable. Oui. Elle utilise les graines restantes de sa mémoire, donc elle ne rejette pas son passé douloureux, elle le transforme en ressources, et, tenez-vous bien, les larmes de ses nuits blanches. Les larmes elles-mêmes deviennent L'engrais, c'est ça. La douleur elle-même, une fois acceptée et intégrée, devient le compost, le terreau fertile pour une nouvelle croissance. C'est absolument magnifique comme image. C'est l'essence même de la résilience, non? Transformer la souffrance en force. Exactement. Et d'un point de vue jungien, c'est l'individuation en pleine action. Elle apprend à nourrir son propre monde intérieur, à puiser en elle les ressources dont elle a besoin. Et de cette douleur acceptée, transformée, naissent, nous dit le conte, des bourgeons douloureux appelés espoir. L'espoir ne tombe pas du ciel. Il naît du travail intérieur sur sa propre souffrance. Elle gagne en autonomie, en fait. En autonomie émotionnelle, oui. C'est le grand gain de ce processus. Et tout ce cheminement l'amène à une nouvelle compréhension de ce qu'elle a vécu. Une sorte de sagesse. Exactement. Absolument. C'est la dernière étape, si on veut. Une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse. Elle réalise la valeur pédagogique, l'enseignement caché de cette rencontre douloureuse. Elle dit cette phrase très juste, « Certains viennent non pas pour rester, mais pour nous apprendre à cultiver notre propre jardin intérieur. » Elle intègre la leçon. Vous voyez ? Elle ne voit plus seulement la perte, mais l'apprentissage. Voilà. Elle comprend l'importance vitale de l'amour de soi et du soin de soi. Pas comme un acte égoïste, mais comme la fondation nécessaire pour pouvoir, un jour, entrer à nouveau en relation. Mais cette fois, de manière saine, équilibrée. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, quelle serait la leçon la plus profonde qu'on peut tirer de Diony à travers toutes ces analyses? Les analyses présentent souvent le conte comme un rituel de guérison par les mots. Et le message central, je crois, c'est celui-ci. L'amour véritable, l'épanouissement personnel, ça ne consiste pas à se vider, à se sacrifier pour l'autre jusqu'à disparaître. Au contraire, ça naît de la capacité à cultiver d'abord son propre jardin intérieur, à le chérir, à le nourrir, à le protéger. C'est donc une question de développer une forme d'autosuffisance émotionnelle, ou d'autonomie plutôt.
D'autonomie émotionnelle, oui, c'est le bon terme, et d'apprendre à poser des limites saines pour protéger cet espace intérieur précieux, d'intégrer le soin de soi comme une pratique essentielle, pas comme un luxe occasionnel. Et quand on voit les choses comme ça? Eh bien, les expériences difficiles, les pertes, les relations décevantes ne sont plus seulement des blessures à subir. Elles peuvent devenir de puissants moteurs de croissance. Des catalyseurs, des étapes sur ce chemin vers un soi plus conscient, plus mature, plus entier. Ce fameux voyage d'individuation dont on parlait. C'est une perspective qui transforme complètement la vision de la douleur, en fait. Elle devient un potentiel de croissance. Bon, on a donc exploré la richesse incroyable de ce conte, Diony, grâce aux notes et aux analyses qu'on avait. C'est un parcours fascinant qui va de l'innocence perdue à la renaissance intérieure, en passant par la douleur et l'acceptation. Un sacré périple intérieur. Oui, vraiment. Et il y a une pensée finale, qui est suggérée par une des analyses, que je trouve particulièrement belle et pertinente. C'est l'idée que, peut-être le but ultime, n'est pas tant de chercher désespérément quelqu'un pour venir combler les vides de notre jardin ou réparer ce qui a été abîmé. Mais plutôt, D'apprendre à cultiver ce jardin si bien soi-même, avec tant d'amour et de soin, qu'il devienne un lieu si riche, si florissant, qu'il attire naturellement ceux qui savent, eux aussi, cultiver. ceux qui peuvent fleurir à nos côtés. Dans un respect mutuel, une admiration réciproque. Exactement. Une relation qui serait basée sur le partage entre deux jardins épanouis, plutôt que sur la dépendance d'un jardin vide envers un autre. Une forme d'interdépendance saine, choisie, plutôt qu'une codépendance épuisante et subie. Action profonde qui invite chacun, chacune, sans doute, à considérer l'état de son propre jardin intérieur. Et surtout, la manière dont on choisit de le cultiver au quotidien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration passionnante avec nous. Merci à vous.